Mon objectif aujourd'hui est de démontrer que la vidéo Grosse Fatigue de Camille Enrault est une expérimentation qui emprunte le fonctionnement du flux pour questionner notre rapport aux images. Camille Enrault est née en 1978. Son travail est polymorphe. On ne peut le réduire à un seul médium. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur sa vidéo Grosse Fatigue, qui a remporté le Lion d'argent à la 55e Biennale de Venise, intitulée Le Palais encyclopédique. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du Smithsonian Artist Research Fellowship Programme, lancé par le Smithsonian Institute, une institution américaine basée à Washington et créée en 1846. La vidéo Grosse Fatigue a été réalisée dans le cadre du prix alloué par l'Institut et l'œuvre produite doit porter sur son environnement. Dans le cadre de sa résidence, elle réalise une vidéo de 13 minutes où elle se propose de parcourir l'histoire de la création de l'univers en mêlant des sources de données personnelles et institutionnelles, des univers scientifiques et récits mythologiques. La vidéo a comme fond une capture d'écran d'ordinateur sur lequel viennent se superposer successivement et à des vitesses variables des vidéos pop-up indépendantes. Le fond sonore est constitué d'un texte récité sous forme de slam par une voix masculine avec un accompagnement de musique de percussion. Il conditionne l'éruption de certains types d'images et détermine le rythme de leur apparition et disparition. Mon intervention aujourd'hui s'appuie sur cette vidéo, unique en son genre, pour saisir comment un artiste parvient à créer une œuvre originale en prenant modèle sur un fonctionnement propre au flux, c'est-à-dire le défilement infatigable d'images de provenance diverses sur nos écrans d'ordinateur. En premier lieu, j'étudierai les corrélations plastiques entre les images de la vidéo et celles du flux, puis je me pencherai sur l'ordre intrinsèque à ces deux systèmes. Cette vidéo n'a pas l'intention de résumer la création de l'univers, car Camille Enrault admet faire, je cite, une synthèse de choses insynthétisables. Fin de citation. De la même manière que je n'aurai pas la prétention de vous présenter une analyse complète de cette vidéo. Nous verrons comment Camille Enrault associe photographie et vidéo, les organise en un bouillonnement à la fois labyrinthique et dénudé de lyrisme. C'est moi ça ? Parce que j'aime une sonnerie en fait. Pour rendre compte de la modification inexorable de notre rapport aux images et au monde provoqué par notre connexion au flux. L'expérience artistique de Camille Enrault nous autorise à mettre en regard ces deux sphères. Celle d'un institut, un titan abritant une foule de savoirs, d'une part, et le web, monstre tentaculaire et dominateur, qui héberge bien plus que du savoir, et dont le pouvoir ne se mesure pas dans un espace physique, mais dans le temps de la consultation. Sa vidéo peut se lire comme le récit d'une expérience commune. Nous-mêmes sommes en mesure d'éprouver soit de l'embarras, voire du vertige, face à l'immensité des données présentes sur le web. La particularité de ce montage qui nous tient en haleine illustre ce vertige causé par le trop-plein d'informations que Camille Enrault a dû digérer pour pouvoir nous proposer, avec les éléments dont elle disposait, une version revisitée de la création de l'univers. Pour se faire une idée de l'immersion vécue par Camille Enrault, on peut la mettre en regard du trouble qu'on peut ressentir devant les chiffres du web. Le Smithsonian est composé de 19 musées qui abritent une collection de 138 millions d'objets, d'œuvres d'art, de spécimens d'animaux et insectes. Inégalé, le Smithsonian est le complexe muséal le plus important du monde. Cependant, les chiffres du web sont encore plus impressionnants. Tous les jours, par exemple, sont postées 2 millions de photos sur Facebook. Et en 2013, une étude a estimé à 350 milliards le nombre d'images présentes sur Internet, ce qui inclut d'ailleurs les images du Smithsonian, parce qu'en effet, les internautes peuvent, pour faciliter le travail de numérisation des chercheurs, participer en postant des photos des objets de la collection sur une base du Smithsonian. Les images qui alimentent la vidéo de Camille Enrault proviennent de deux sources. L'une est d'origine personnelle. Ce sont des images de personnes extérieures au Smithsonian, ou bien des mains qui dessinent
des cercles ou qui font toutes sortes d'actions par exemple. Tout le reste de la matière qui constitue la vidéo a été trouvé sur place par l'artiste. Pourtant, il y a dans cette vidéo une troisième source d'inspiration qui apparaît de façon indirecte. C'est le flux des images sur Internet, dans lequel Camille Enrault ne pioche aucune information, mais dont elle va emprunter certaines caractéristiques que nous allons explorer maintenant. Donc maintenant, je vais vous montrer un extrait de la vidéo qui dure 1 minute 40. C'est parti. C'est bon le son? And there was violence, relaxation. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, and it was good. Hard sky only says the word earth, and the earth rises like the mist from sea, and Buddha vomited up the sun. Voilà. Alors, l'extrait que nous venons de voir est assez représentatif de l'ensemble de la vidéo de Camille Enrault. Tout son montage est fondé sur ce jeu de superposition et d'occultation d'une foule de fenêtres d'ordinateurs. La vidéo commence par la vision d'un bureau d'écran d'ordinateur sur lequel se succèdent, comme nous venons de le voir, différents types d'images de manière assez abrupte. Ces chapelets d'images, associés au surgissement des fenêtres, rejoignent une caractéristique propre à la circulation des images dans le flux, brusque et souvent imprévisible. C'est à partir de ce mouvement que nous pouvons parler de prosaïque. Certains écrits sont poétiques, lyriques, romanesques, etc. Lorsqu'on les emploie pour un texte, on les associe toujours à un style. Un style poétique ou lyrique correspond à un choix rédactionnel. Le prosaïque devient exemplaire d'une absence de style, l'expression d'un cruel défaut de caractère. Au départ, la prose est un terme littéraire qui indique la nature d'un poème. Le prosaïque définit une poésie en prose avant de prendre une connotation négative lorsqu'on en use trop. Il désigne alors ce qui ne relève pas de l'ordre de la poésie, ou plus simplement, ce qui n'a pas d'élégance, de noblesse, d'idéal, de distinction. André Rouillet associe le terme au fonctionnement spécifique de la photo mobile numérique. Celle-ci, je cite, confère aux images produites un certain nombre de traits qui, ensemble, définissent une sorte d'esthétique en creux, une esthétique d'écran, de corps, de vitesse, de profusion, de mobilité et de prosaïsme. Fin de citation. Georges Perec illustre parfaitement le choix d'une tonalité prosaïque dans Pensée classée quand il écrit « Rien ne m'interdit d'imaginer que je pourrais aussi dire « J'habite la ville lumière » ou « J'habite la ville qui jadis s'appelait Lutèce », bien que ça ressemble plus à un début de roman qu'à une indication d'adresse. » Fin de citation. Faire de l'art prosaïque, ce n'est pas un paradoxe. C'est un choix qui n'élimine pas pour autant la dimension artistique d'une œuvre. Pour installer durablement une tonalité prosaïque dans sa vidéo, Camille Enrault choisit le modèle du pop-up. Wikipédia traduit ce terme par fenêtre surgissante ou fenêtre intruse. On trouve le pop-up sur les écrans de nos ordinateurs. C'est une fenêtre qui apparaît sans qu'on la sollicite.
Les pop-ups sont imprévisibles. Il y a plusieurs degrés d'intrusion qui définissent plusieurs types de pop-up. Ils se superposent à la fenêtre de navigation, nous interrompent de manière inopinée, nous obligeant à porter un moment plus ou moins long les yeux dessus. Si je prends le temps de définir en quoi consistent les pop-up, c'est que les fenêtres qui surgissent dans la vidéo de Camille Enrault font plus que leur ressembler. En fait, elles en accusent le fonctionnement. Ces vidéos se désignent elles-mêmes comme des imitations de ces fenêtres, aussi bien dans leur aspect, avec la barre en haut et la croix à gauche, que dans leur effet de déploiement, qui renforce leur légitimité à l'écran. Toutes les fenêtres de la vidéo circulent et se superposent les unes après les autres, les unes sur les autres et se contaminent mutuellement. Dans leur brutale apparition, elles manifestent leur intention de s'imposer dans notre champ de vision. Le pop-up correspond à un fonctionnement habituel du flux, et Camille Enrault érige cet état en style. Les multiples fenêtres pop-up apportent la matière de la vidéo et lui donnent un rythme. Elles viennent se greffer continuellement sur un fond pour finir par l'inonder et le caviarder, illustrant les propos de l'artiste comme des entités inévitables. Les pop-up dans la vidéo de Camille Enrault permettent d'intégrer plusieurs vidéos indépendantes. Nous remarquons une récurrence pour le packshot publicitaire dans la myriade d'images convoquées. Radicalement épuré, avec un fond de couleurs uni et homogène, le packshot répond à des normes qui exhibent le produit commercialisé, présenté simplement et sans effet de style. Camille Enrault a un passé de vidéaste publicitaire, entre autres pour des produits alimentaires populaires. Elle fait une référence directe à un type de photographie publicitaire standardisée qui présente de manière brute et sans lyrisme des objets tels qu'ils sont. Les packshots reflètent et soulignent davantage le choix de cette absence de style. Cela pourrait expliquer en partie aussi le recours à cette perception pragmatique, mais aussi à l'importance accordée aux mains dans son travail. En effet, dans la publicité, qu'elle soit photographique ou filmique, l'utilisation des mains atteste de l'authenticité du produit proposé. Les diverses manipulations d'un opérateur sont autant de garanties qui réconfortent le consommateur. De nombreuses publicités adoptent ce type de sollicitation. Pour vendre un smartphone, par exemple, on montre l'appareil tenu en main dans un espace uniforme. Cette démarche concentrée et directive canalise le tri visuel du spectateur qui, dans son quotidien, est abreuvé d'un trop-plein d'images. Nous n'avons d'autre option que de porter notre attention sur le geste opéré ainsi que sur l'objet lui-même. Le prosaïque n'est pas uniquement manifeste dans les modes de présentation par le packshot et le pop-up. À l'intérieur des pop-up sont présentées indifféremment des petites vidéos ou des images fixes. Elles proviennent d'une multitude de supports. Dans le désordre, on retrouve des miniatures de photographies numériques issues de recherches sur le web, des posters qui ornent les murs des bureaux des chercheurs du Smithsonian, des images aux documents manipulés par ces mêmes chercheurs, des peintures religieuses, une photographie d'Hans Namuth immortalisant Jackson Pollock à l'œuvre, des photos d'une fille et plusieurs chats aux yeux verrons, des photographies documentant les peintures corporelles ethniques, de nombreuses photographies animalières, des portraits de scientifiques, des couvertures de magazines, une affiche publicitaire pour un Samsung, des photographies que des mains font défiler en feuilletant les pages d'un livre et bien d'autres choses encore. Le récit de Camille Enrault se fonde sur une succession d'images qui se contaminent sans toutefois s'organiser en créant une forme narrative traditionnelle. Les images n'entretiennent pas forcément un lien direct, mais elles peuvent se répondre sur un plan formel. Parfois, la disposition des images semble anachronique, alors que l'artiste suggère des évocations plastiques. C'est pas là. Par exemple, une photographie de Pollock par Hans Namuth succède à une vidéo de jeans parsemés de giclures de peinture. Des rapprochements équivalents s'opèrent entre le texte et les images. À un moment, par exemple, le slammer récite la Bible. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et juste après ces paroles,
on voit une main qui pointe le soleil sur les différentes photos d'un livre, faisant écho au passage biblique. Au tout début de la vidéo, à l'instant où apparaissent les 2 premières fenêtres qui représentent respectivement un livre, une monographie de Keith Haring et un livre de photographie ethnique, un confort s'installe. On voit 4 mains et pendant un instant, on imagine que ces 2 paires de mains, qui sont d'ailleurs les mêmes, vont tourner simultanément les pages de leur livre. Mais alors, sans avoir aplati la première page pour attraper à la suivante, les mains de la fenêtre de gauche retournent en arrière et inversent le sens de feuilletage. Cette perturbation ressemble à un clin d'œil destiné au spectateur. Camille Enrault nous signifie qu'elle ne compte pas parcourir le livre de la création de l'univers dans un ordre conventionnel. Sa base de données est trop complexe à décortiquer. Elle indique donc au spectateur que cette vidéo est un outil destiné à partir à la recherche d'une nouvelle distribution des données, la sienne, car je cite Camille Enrault, « Comme tout à chacun, l'artiste élabore des théories subjectives pour répondre à ses angoisses. » Fin de citation. Il paraît évident que l'ordre proposé par Camille Enrault n'est pas standardisé. Elle explique ainsi l'organisation de cette profusion d'images. Je cite. « Je travaille sur les classifications des plantes, des objets, mais j'ai fondamentalement une attirance pour le désordre. On pense que j'ai fait des études d'anthropologie et d'ethnologie, mais j'ai choisi les arts déco parce que je voulais dessiner et faire des objets, me constituer un ordre personnel, me construire un savoir propre avec un esprit de singe qui saute de branche en branche. » Fin de citation. Lors de sa résidence, Camille Enrault a été confrontée au vertige causé par l'amplitude de la matière à sa disposition. Par le prisme de l'Institut, elle a choisi de porter son regard sur l'histoire du monde en développant un processus de création fondé sur nos manières de nous approprier une base de données. Grosse fatigue est divisible en 3 parties, qui sont introduites chronologiquement. La première est chaotique. Elle est illustrée par la dilution de l'encre dans un verre d'eau. La seconde, que nous avons vue dans l'extrait, si quelqu'un s'en souvient, symbolise l'évolution et l'expansion. Elle est cette fois-ci représentée par le dessin d'un cercle sur une feuille tracée à l'encre de Chine avec un pinceau. Et dans la troisième partie, la main reprend la forme du cercle et finit par tracer une spirale au pastel bleu pour évoquer l'épuisement des ressources. Ces mains tracent des figures, accomplissent tout plein d'actions, et notamment feuilleter des livres. Je me suis questionnée sur la raison qui a incité Camille Enrault à conserver telles quelles les manipulations d'images plutôt que de les traiter numériquement. Pourquoi montrer un feuilletage manuel puisqu'il perturbe la lecture des images qui nous sont présentées? Alors Régis Debray nous répondrait sans doute que dans tout progrès technologique subsistent des archaïsmes. Ces archaïsmes nous rappellent que le diktat de la technologie n'a pas engendré celui de son déterminisme. Debray appelle ça l'effet jogging lors d'une conférence de 2006. Il tire ce nom de l'analyse d'un phénomène sociétal que je vais citer. Au début du siècle, certains visionnaires avaient pronostiqué que l'usage immodéré de l'automobile par les citadins provoquerait bientôt l'atrophie de leurs membres inférieurs, le bipède motorisé se désaccoutumant de la marche. Qu'a-t-on vu depuis? Ceci. Depuis que les citadins ne marchent plus, ils courent, fanatiquement, dans les parcs ou à défaut en salle, sur tapis roulant. Fin de citation. Concernant la course à pied, le temps qu'on gagne avec la rapidité des transports nous permet de nous adonner à des loisirs sportifs. De même, Camille Enrault souligne la dialectique inhérente à la communication de l'ère du numérique. Elle met en scène une fascination pour les possibilités de présentation en permettant les nouvelles technologies... Elle met en scène une fascination pour les possibilités de présentation que permettent les nouveautés technologiques, tout en conservant l'aspect répétitif de l'imagerie liée à la communication visuelle. Camille Enrault souligne cet anachronisme
entre l'utilisation des nouveaux outils numériques et la persistance de moyens de présentation plus archaïques. Elle explique ses choix iconographiques et la particularité de son montage par notre nouvelle relation au progrès technologique en disant lors d'un entretien de 2014 que le contact avec les nouvelles technologies fragmente de plus en plus nos perceptions et rend donc nécessaire une approche combinatoire. Fin de citation. En faisant défiler les images qui semblent ne rien avoir en commun, Camille Enrault dénonce également le fonctionnement participatif du flux. Parce que les images se propagent par le biais de réseaux sociaux et où qu'elles sont recensées par plusieurs moteurs de recherche, des millions de personnes interagissent en même temps. Donc pour avoir une petite idée de ce phénomène, vous pouvez rechercher Every Second on the Internet et vous tomberez sur un site qui illustre parfaitement cette folie des grandeurs. Même si l'information peut être hiérarchisée, la place que tiennent les images est très aléatoire. De la plus illustre à la plus obscure, elles se glissent dans les moindres recoins du web et leur omniprésence rend fortuit le partage d'une image au profit d'une autre. C'est le caractère participatif qui rend imprévisible la destinée de ces images tout en permettant d'accroître leur visibilité. Le partage permet également de répandre des données de manière brute sans en modifier le contenu originel. On prend la matière ou le contenu d'un autre tout en restant étranger aux conditions de création de l'image et à l'information délivrée. Chacun de nous prend part à ce bouillonnement permanent et participe ainsi, sans s'en offusquer, à un système de communication global qui permet à des personnalités diverses de rentabiliser leur image et d'entretenir ainsi leur existence médiatique. Les photographies qui glissent à un moment donné à la surface du flux ont donc beaucoup de visibilité. Mais elles sont également rapidement emportées par le courant et remplacées par d'autres. Ces images ont généralement un caractère divertissant et plus ou moins scandaleux. Elles font sourire ou permettent de s'extasier devant l'anatomie des stars. Beaucoup de facteurs influencent la visibilité de photographies postées sur le net, dont une minorité seulement atteint une diffusion internationale. C'est la visibilité qui fait exister les images. Lorsque celle-ci est attestée, elle se transforme en capital. Ainsi, plus la visibilité s'accroît, plus elle attire davantage de visibilité, et donc plus elle est rentable. Cette grande autonomie de toutes les images au sein du flux fait de celui-ci un support sans noblesse ni idéal. Vues une première fois, revues de multiples fois, les images partagées et largement diffusées deviennent tout simplement banales. C'est comme les chansons qu'on entend à la radio, elles finissent par devenir insignifiantes à cause de la redondance qu'elles subissent. Prenons comme exemple un événement récent qui a cassé l'Internet. Il s'agit de la couverture de Paper Magazine avec Kim Kardashian, photographiée par Jean-Paul Goude, célèbre créateur de publicité. Cette photographie met en avant les formes généreuses d'une personnalité qui n'a rien d'autre à proposer que son image. Dévoiler sa nudité devant un objectif n'est pas obscène en soi. C'est le contexte de diffusion de l'image, l'effet viral qui l'accompagne, les commentaires qu'elle suscite, qui font bien plus que la vulgariser, c'est-à-dire bien plus que la rendre accessible au plus grand nombre. La Vénus de Willendorf, datant de 23 000 avant Jésus-Christ, dont la poitrine et les fesses sont tout aussi exagérément volumineuses, n'est pas considérée comme vulgaire, parce qu'on la voit avec le recul offert par la culture. L'image du derrière huileux de Kardashian ne se propage qu'à des fins mercantiles, qui effacent très vite les qualités esthétiques qu'on aurait pu, au départ, accorder à cette photographie en l'associant au style particulier d'un photographe. Camille Enrault conserve de ce modèle de diffusion virale, Camille Enrault conserve de ce modèle de diffusion virale la disparition de la dimension esthétique que subissent les images en circulation. Même si certaines de ces vidéos contiennent des images qui peuvent paraître provocantes, parce qu'on y voit des nus ainsi qu'une femme qui se masturbe,
Elles ont le même statut que n'importe quel autre contenu, qu'il soit d'origine scientifique, mythologique ou simplement anecdotique. En conclusion, nous pouvons dire que Camille Enrault se sert du système du flux pour faire se rencontrer des images de provenance et de nature différentes, mais elle réconcilie action et contemplation, couple a priori opposés, dont Debord nous offre une analyse dans La société du spectacle, en soumettant l'idée selon laquelle le simple fait de regarder dans notre société, c'est déjà se faire le complice d'une normalisation abétissante. Même si le web semble de prime abord faciliter l'action et l'interactivité, en offrant la liberté de nous exprimer et de partager, sommes-nous finalement vraiment libres face à ces contenus ? Dominique Cardon, dans À quoi rêvent les algorithmes, nous explique l'importance que joue la visibilité sur Internet. Comme nous l'avons vu en effet, le comptage des visibilités est la base du capital des acteurs du web. Nous-mêmes influencés, nous nous basons sur la visibilité du contenu pour juger de son intérêt et décider de le consulter ou pas, comme sur YouTube par exemple. Cette estimation est-elle pertinente ? Est-ce que ce n'est pas finalement notre liberté qui se trouve corrompue par ces directives camouflées en choix soi-disant interactifs ? La vidéo de Camille Enrault, sans permettre cette interactivité, nous place néanmoins dans une contemplation active des images. Elle nous en offre tout un nuancier qui reconstitue l'histoire de l'univers ainsi que l'histoire des images. Ce flux miniature et expérimental n'est pas évalué ni estimé par le système des visibilités qui impose des tendances. Notre regard, lavé de cette hiérarchisation, retrouve sa liberté de contemplation. Camille Enrault utilise la cohabitation des images pour suggérer en chacun de nous des projections différentes. Elle replace la mémoire collective et personnelle sur un même niveau, sans aucun narcissisme ni visée mercantile. Elle réconcilie l'image et le regard qui s'étaient perdus de vue. Merci. Alors, merci Marie pour cette présentation de l'œuvre de Camille Enrault, qui est une œuvre stimulante. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Je voudrais qu'on limite le débat à 5 bonnes minutes pour que nous réussissions à rejoindre le restaurant, pour ceux qui y vont, dans les temps, et que nous reprenions cet après-midi sans trop de retard. Julie. Oui, moi, je voudrais revenir sur la question du pop-up. Ouais. Alors, vous en faites le pop-up, si j'ai bien compris, un principe du flux sur Internet. Et je me demandais si, au contraire, le pop-up n'était pas un moyen de résistance au flux, à des fins justement mercantiles, commerciales, une manière justement d'arrêter, de retenir le regard pour faire acheter, etc. Et justement, on voit que Camille Enrault réinvestit, détourne finalement cette question du pop-up. Et puis, suite à ça, je me suis posé la question en fait d'une définition du flux, parce qu'en fait, comment on définit le flux ? On a vu que le flux télévisuel n'est pas le même flux que sur Internet, que dans le flux, dans cette notion, me semble-t-il, il y a la question de la quantité, d'une part, et la question du mouvement, de la dynamique. Et puis peut-être aussi du rapport au spectateur. On aurait peut-être dans le flux télévisuel une relation passive et un flux plus participatif sur Internet. Et aussi, plusieurs questions, je vais peut-être mal écouter, mais il y a la question du flux de la voix aussi, qui se juxtapose aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas encore une autre définition, une autre questionnement autour de ça? J'imagine qu'il y a encore un autre questionnement sur le slam qui est très important, mais bon, j'ai pas eu le temps de pouvoir m'arrêter plus que ça sur le slam en question. Par rapport au pop-up, oui, c'était ça en fait le but de mon intervention, c'était de montrer qu'elle se resservait de ce flux d'Internet pour le détourner et nous permettre en quelque sorte le pop-up, c'est pas une interruption justement dans le... Oui, c'est une interruption, ouais. Mais dans le flux, c'est surtout...
c'est publicitaire, comme vous l'avez dit. Enfin, je sais pas quoi. C'est une interruption, mais c'est subi. Ouais, voilà, c'est subi. Non. C'est subi, imprévisible. Un peu comme les encarts publicitaires, quoi, d'une certaine manière, à la télé, c'est toujours flou, quoi. Ouais. Bah, pour moi, elle ne peut pas être agressif. Ouais, ouais. Non, ça, vous le sentez pas. Oui. Mais il y a un détournement du pop-up. C'est une forme. Pardon ? C'est une forme, ouais. Ou ça devient du formalisme. Oui. Qu'est-ce que, ouais. Oui. Je trouve que cette question du formalisme se pose. Non ? Je la pose, mais enfin, Marie, vous n'êtes pas censée y répondre. Hein. Je vais essayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. C'est une question. Je la trouve très, très belle, cette œuvre, mais je trouve que son phrasé et ses formes, ouais. J'en vois pas très, très bien les effets, enfin, je comprends pas le sens, voilà. Le sens de la vidéo ? Ouais. Mais c'est pas vous qui êtes en Non. cause, c'est une chose que j'ai demandé auparavant. Bon, là, c'est vrai qu'on n'a vu qu'un extrait de la vidéo et mais ça nécessite plusieurs visionnages, en fait, pour comprendre vraiment et pour voir tous les clins d'œil qu'elle peut faire en mettant en lien le slam avec les images et avec les images elles-mêmes. Et à chaque fois que je regarde la vidéo à nouveau, je vois des nouvelles corrélations. Mais alors le sens Le sens de la vidéo ? Oui, pour répondre. Je ne vais pas vous mettre dans... Mais, en fait, elle se propose de recréer la création de l'univers en sachant très bien que ça va être un échec. Et après, comme j'avais dit, c'était une commande, donc elle s'est attachée à rester dans l'environnement du Smithsonian, et donc on voit les chercheurs en train d'agir, etc. Et elle a beaucoup de questionnements, et je pense que c'est une œuvre assez complexe. Elle se questionne notamment sur l'idée de conservation, destruction, parce qu'on voit les chercheurs qui manipulent des oiseaux morts et empaillés. Et elle dit que ces oiseaux, pour être conservés, ils ont dû forcément être tués. Donc elle a plusieurs questionnements aussi par rapport à l'ethnocentrisme, etc. Enfin, c'est vraiment une œuvre globale et globalisante. Et c'est comme j'ai dit, je ne pouvais pas en faire une analyse complète en seulement 30 minutes. Quoi. Dernière intervention de Nicolas, et puis après nous ferons une pause déjeuner, même si le débat se poursuit à table. Mais c'était juste... D'abord, le fait qu'effectivement, la commande, à un moment, vous posez cette question de ce que l'œuvre serait une sortie de l'espace commercial, etc. Ouais. On reste quand même dans un espace commercial, c'est-à-dire qu'on reste dans un espace qui est un espace de commande, on reste dans une économie qui est l'économie de l'art, et qui, au demeurant, la Biennale de Venise, tout ça, etc., c'est quand même un peu du spectacle. C'est quand même on reste dans une économie du spectacle. Donc je crois qu'il y a quelque chose par rapport à l'idéologie qui est parfois au bord de la sortie de route, parce que justement on est quand même dans quelque chose qui est tenu, quoi. Et le rappel que vous faites de son passé de photographe de backshot, le backshot qui se pose comme une neutralité, il y a Amazon qui a essayé il y a 2-3 ans de breveter le backshot, c'est-à-dire de déposer un brevet pour une manière précise de photographier ces objets. On trouve encore le texte du brevet, je l'ai quelque part, c'est-à-dire d'essayer de breveter la photographie neutre d'un objet sur fond blanc, qui est un truc d'une débilité totale, mais qui en même temps est très symptomatique. Et juste qui était ma question première, c'est de savoir dans quelle mesure elle se situe, et dans quelle mesure ça se place dans une perspective warburgienne qui me paraît, moi, assez densément présente dans le projet, et en même temps, qui mérite d'être vachement questionnée, quoi. Voilà. Je suis désolée, mais j'ai pas tout compris. Je vais couper, comme ça vous n'aurez pas à répondre.